comme ça en se prenant trop au sérieux, je pense. Parce que déjà, c'est une fable. À la base, c'est pas une histoire réelle, c'est pas... Ok, vous avez son nom. C'est pas un personnage réel, donc on peut pas non plus trop travailler sur un passif, sur toute une structure du personnage. Et puis c'est quand même une vue, c'est un film très poétique, donc il faut accepter les choses. Et pour accepter, il faut pas essayer de les comprendre trop. Donc on l'a joué très simplement. Moi personnellement, j'avais le maquillage, je l'ai regardé, je dis c'est bien, ça a l'air réaliste. Après, j'en faisais un minimum parce que je pense pas qu'il faut se reposer sur le maquillage. Il faut pas en rajouter, je pense. Enfin, c'était mon cas. Je me suis demandé si les deux réalisateurs avaient choisi. Je connais. Si les deux réalisateurs avaient choisi des comédiens qui vous ressemblaient. La question, c'est est-ce qu'on a choisi Mathieu parce qu'il nous ressemblait? Non. Savoir si tu as choisi les autres acteurs en fonction de leur ressemblance avec Mathieu. Les deux premiers, en tout cas. Oui, bien sûr. Oui. C'est-à-dire que quand une fois que Mathieu a été choisi, c'est-à-dire très tôt, tout le casting a tourné autour de lui pour que ça... Parce que le personnage de Sébastien Nicolas, quand il copie, forcément, il choisit des cibles, il choisit des gens qui sont potentiellement des gens qu'il peut imiter. Donc... Il est même allé plus loin, c'est-à-dire qu'il y a le comédien, le personnage que j'interprète avec la doudoune dans le métro, tout ça, le comédien qu'ils ont pris, ils l'ont maquillé il a un faux nez. Le vrai personnage a un faux nez pour que je puisse rentrer mon nez dans son personnage. Voilà, c'est qu'en fait, donc on a conçu ça, et effectivement, il fallait que la tête de Mathieu rentre dans la tête des acteurs, donc on a fait des moules, et donc on a choisi des acteurs dont le visage de Mathieu pouvait rentrer dans le moule de l'acteur, et le nez n'est pas rentré, donc... donc on a effectivement le personnage du départ est maquillé pendant tout le film. Moi, ça donnait un côté assez particulier au casting, parce qu'on travaillait donc avec Pierre-Olivier Persin, Pop, le responsable des maquillages spéciaux. Et donc, quand Mathieu a commencé à faire des listes de casting, on en parlait, et il lui envoyait. Et on se parlait au téléphone avec Pierre-Olivier qui disait « Ah non, mais ça rentrera pas, lui peut-être ». Et donc, c'était vraiment une manière assez particulière. Mais c'est vrai qu'on a fait un nez pour Dimitri Storoch au début du film. Ouais. Oui, on avait un très beau nez de départ, donc il fallait tous s'adapter à celui-là. Est-ce qu'on a des dernières questions? Oui, j'en ai une ici. Est-ce que en faire un musicien, est-ce que c'était un choix pour cette idée de la musique de l'âme? Le fait de faire un musicien, c'était qu'on a réfléchi sur le fait de se dire il fallait un homme pour qui toute son existence ne se résume qu'en une seule chose. C'est-à-dire que ça soit un homme qui ait une seule passion, et si on lui enlève, il est perdu, il n'a plus rien. On lui enlève son bouclier face au monde. Et on a réfléchi et on s'est dit quels sont qui, au fond, s'il a un accident, est privé de son moyen d'expression. Un chanteur, un écrivain, il y a beaucoup de gens qui, même abîmés, peuvent continuer à travailler. Le violoniste, le violon, c'est l'instrument le plus difficile. C'est vraiment, quand vous rencontrez les violonistes, c'est un monde particulier, parce que c'est un monde de travail, d'effort incroyable. Donc si jamais vous êtes à 60 ans, vous êtes violoniste depuis... En général, les violonistes vraiment chevronnés ont tous commencé avant 6 ans. Donc un homme de 60 ans, ça fait 55 ans qu'il fait du violon, il a un accident, il perd 2 doigts, il ne peut plus toucher au violon. Ou alors, il pourra jouer, mais jamais il arrivera à retrouver ce qu'il avait. Django Reinhardt, il a eu un accident, il a pu continuer à faire la guitare, mais il a eu cet accident assez tôt. Un violoniste, c'est impossible. Donc on s'est dit, c'est intéressant que ça soit un musicien. Et puis il y avait l'idée qu'on a évoquée tout à l'heure, le fait que ça soit lui-même un interprète, c'est-à-dire qu'il prenne la peau d'un homme qui est lui-même un interprète. On trouvait ça intéressant. Bonjour, j'ai une question. Je réussis. Je voulais savoir, Mathieu Kassovitz, si après un rôle aussi transformiste, j'imagine avec beaucoup d'heures de maquillage, si vous aviez envie de continuer à faire des rôles comme ça, ou si justement vous aviez envie de stopper un peu l'étape maquillage. Et pour les petites questions décalées, si c'était vous qui aviez eu l'idée de mentionner Costa Gavras, et si vous aviez une idée de costume d'Halloween. Le fait de vouloir... non, de toute façon, un rôle comme ça, j'en aurais plus.
c'est très 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 rare, et j'imagine tous les acteurs qui vont voir ce film se dire merde, pourquoi je suis passé à côté, parce que c'est vrai que pour un comédien c'est le rôle idéal. C'est 4 heures de maquillage, mais c'est pas pour faire un monstre, c'est pour faire un autre personnage. C'est vraiment très intéressant. Non, j'ai pas envie de recommencer. Non, je l'ai fait justement. Moi, je suis quelqu'un, j'ai failli arrêter d'être acteur parce que je supporte pas qu'on me coupe les cheveux et qu'on me maquille avec du fond de teint déjà. Donc, assumer ces 4 heures-là, c'était vraiment le fait de dire bon, je veux participer à ce film, je veux vivre ce genre d'expérience, et c'est vrai que c'est très difficile de passer à côté. Mais donc, j'ai pas du tout envie. Et puis surtout, je l'ai vécu au même moment, parce que j'ai accepté le film de Cédric Kahn, qui était l'inverse total. Pas de maquilleuse, pas de maquilleur, rien. Pas une toute petite équipe et un texte livré à... Voilà, donc complètement différent. Donc ça, j'ai déjà vécu. La deuxième question, c'était Costa Gavras, et je crois que c'est vous, ça. C'est l'élégance de nos scénaristes qui on s'est amusé, quoi. Et puis le costume d'Halloween, je ne vous le dirai pas, vous savez quand même croiser dans la rue et me donner des bonbons. J'ai une question pour Mathieu Delaporte sur le nom du personnage, Sébastien Nicolas. Est-ce que c'est venu d'emblée, cette identité incomplète finalement, puisqu'il n'a pas vraiment de nom de famille, puisque c'est 2 prénoms? Tout à fait, le nom du personnage est venu très vite. Au départ, on l'avait posé comme ça, et puis il est resté. C'est vrai que le fait que ce soit un personnage qui ait un double prénom, donc pas vraiment de nom, ça aussi, il y avait un côté... ça troublait presque sa paternité, son origine. C'est-à-dire qu'au fond, c'est comme si un homme qui n'avait pas de nom de famille, comme s'il n'avait pas d'identité. Et le fait qu'on puisse appeler Sébastien Nicolas, Nicolas Sébastien, que ça soit interchangeable, il y avait évidemment l'idée d'un personnage lui-même qui était miroir. Et puis voilà. Et puis, il se trouve que c'est mes 2e et 3e prénoms. Et donc au début, pour tout vous dire, quand vous choisissez des noms de personnages, c'est un peu comme quand vous donnez un prénom à un enfant. C'est compliqué parce que vous donnez des noms et ça vous évoque tout de suite d'autres personnes. Vous dites on va l'appeler Pierre, non Pierre c'est machin, oui attends non. Et donc au fond c'est bon, voilà, on va se servir. J'ai donné mes 2e et 3e prénoms. Et je pensais qu'on changerait, et puis en fait c'est resté, et le personnage... On a hésité avant, parce que je me suis dit, on va se dire que c'est Monsieur Nicolas, ça fait un peu vain, mais ça va, en fait, visiblement, personne ne nous l'a dit, donc ça gêne pas trop. Mais c'était intéressant, moi j'étais gêné par ce prénom, Sébastien Nicolas, parce que en tant que comédien, et pour mon ego personnel, je trouvais ça nul. Je voulais m'appeler John Stern, je sais pas quoi, mais pas Sébastien Nicolas. Mais ce qui est intéressant, c'est justement, c'est un personnage qui n'a pas d'identité, donc ils l'ont complètement respecté, et le symbolisme de ce personnage, la symbolique de ce personnage est très cohérente. Une question un peu moins sérieuse pour finir. Dans votre film, il y a un acteur sympa, mais qui a encore quelques leçons à prendre, c'est le chien. D'abord, il a 1 ou 2 regards caméra en direction de son propre maître, je pense. Et puis, vous n'avez pas réussi à lui faire comprendre qu'il devait quand même un peu gémir au pied de son maître prétendument suicidé. Je vous rassure, on l'a énormément battu. Hein. Il passe d'un maître à l'autre, franchement, qu'il est ingrat. Hein. On en a beaucoup parlé ensemble, avec le chien. Il m'a donné que très peu de bonnes réponses, donc j'ai continué à lui donner des ordres et il l'a fait comme il a pu. Justement, en parlant d'animaux, c'est toujours compliqué de jouer avec des enfants. Je vous laisse la paternité de la question. Et je voulais poser la question de Mathieu, comment ça s'est passé de diriger du coup Victor dans un rôle qui est pour le coup tout en retenue, c'est quand même assez compliqué. Et à Mathieu Kassovitz, comment ça a été de jouer cette paternité alors qu'en même temps il y avait La Vie Sauvage qui est dans un rapport complètement différent à la paternité. Et si on commençait par la 2e question? Non, diriger un enfant, c'est... Les acteurs, c'est tous des enfants. Non, mais il y a un côté, c'est bateau de dire ça, mais c'est pas... voilà, déjà, le Diego, le jeune musicien, c'est un enfant qui a 12 ans, mais quand vous êtes violoniste à 12 ans, c'est à peu près en termes d'âge mental, c'est comme on parle des animaux, il faut multiplier par 2 à peu près, c'est-à-dire qu'il a 24 ans d'âge mental, c'est-à-dire qu'il était beaucoup plus sérieux que nous 3 réunis. C'est un gamin incroyable qui
qui a une écoute hallucinante. Et au fond, c'est pas tant l'âge, c'est le fait que ce soit un jeune acteur qui n'avait jamais joué. Donc il faut, comme pour les acteurs, le mettre en confiance. Il fallait lui dire que le monsieur maquillé, qui avait l'air un peu bizarre, qui fait peur, n'allait pas le manger. Non, vraiment, ça a été un travail comme avec un acteur. Il a eu un coach qui l'a aidé à apprendre son texte, à travailler. On a travaillé en amont. Comme pour les enfants, il faut, je trouve, mais comme pour les acteurs en général, mais il faut essayer de faire qu'ils en fassent, essayer de dépouiller de surjeu, de vouloir en faire trop. Et après, ça a été les scènes. Et je pense que c'est facile d'être bon quand vous êtes face à un bon acteur. Comme Mathieu est un très bon acteur, ça s'est très bien passé. Et puis c'était assez marrant parce que Mathieu Kassovitz, il essayait de faire des conneries un peu à Diego, mais c'était impossible parce que c'est un gamin ultra sérieux, quoi. Entre les prises, il allait faire des maths ou du violon. Donc il est... Et Diego, je trouve aussi, moi ce qui me touche beaucoup, c'est qu'il a comme un buvard, mais je trouve qu'il a imbibé le personnage qui à l'arrivée lui ressemble beaucoup plus que ce l'était le cas à l'écriture. C'est-à-dire qu'il a ramené le personnage beaucoup à lui, et je trouve que ça lui correspond très bien. Ouais, donc voilà pour Diego, ouais, c'est vrai que moi j'ai vu arriver un petit de 12 ans, quand j'ai vu ce qu'il savait faire au violon, j'ai fait ok, j'ai intérêt à connaître mon texte parce que lui il va connaître son texte. Il était très 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 sérieux et surtout c'était un petit génie, quoi. Quand tu es capable de faire ça au violon à 12 ans, la dextérité, l'intelligence, le travail, la concentration dont il est capable, est quelque chose qui nous dépasse tous. Donc on était très, très à l'aise avec lui. Effectivement, mes blagues tombaient à plat, alors complètement, j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais c'était un vrai bonheur. Donc c'était pas du tout... ils se sont vraiment... On a travaillé entre adultes. J'étais peut-être le plus déconneur de tous. Et comparé à La vie sauvage, j'ai trouvé ça plus agréable de travailler avec Diego parce qu'il avait une structure interne très forte. Mais les mômes avec lesquels on a travaillé dans La vie sauvage, par exemple, j'ai vu le film, je ne m'attendais pas du tout à les voir aussi bons que ça dans le film que quand je les ai vus sur le tournage. C'était beaucoup plus fouillis, beaucoup plus difficile de travailler avec des enfants qui n'ont jamais joué. C'est un risque à prendre. Mais bon, encore une fois, il faut faire confiance aux réalisateurs et les mecs savent ce qu'ils font, quoi. Enfin, parfois. Dernière question, non? Une fois? Deux fois? Trois fois? Ah. Non, mais si c'est une question juste pour balancer comme ça, pour finir, c'est pas la peine. Vous êtes maintenant des spécialistes dans la recherche d'identité. Je voulais savoir si quelque part, les réseaux sociaux, vous êtes entouré de tout un tas de symboles derrière vous, quoi. Et je voulais savoir si, de votre point de vue, c'était pas un sommet dans l'art du maquillage, tous ces réseaux sociaux, ces techniques qui vous concernent le plus. Ah ouais, personne ne veut nous parler du Facebook qui vous a... Ce qui est évident, et peut-être qu'on aura une dernière question sur l'opération Facebook, ce qui est évident, c'est que aujourd'hui, de plus en plus, les gens vivent avec un double numérique. C'est-à-dire qu'on a son espèce de surmoi, ou une espèce de moi idéal. C'est-à-dire que quand vous voyez les profils Facebook des gens, ils se mettent rarement une photo le matin à 9h avant de partir au boulot. Tout le monde est à la plage, tout le monde est bronzé, a des copains super, fait des sports, connaît des musiciens incroyables, a vu tous les films. C'est-à-dire que je pense que voilà, donc il y a évidemment une espèce de jeu de dupes dans le monde numérique qu'on peut se créer, qui est évident. Et je pense qu'il y a aussi d'ailleurs un monde qui, chez les gens qui ont un trouble identitaire, ne fait que nourrir la névrose, parce que les gens ont l'impression, les gens qui se sentent vides ont l'impression que les autres ont des vies encore plus belles que celles qu'ils imaginent, puisque chacun met en vitrine une vie presque de soi idéale. Et puis on a eu envie d'écrire un film très artisanal, sans technologie, mais qui pour nous en parlait beaucoup, parce qu'on a énormément parlé de la problématique des doubles numériques et de tout ce mouvement massif pendant l'écriture. Mais on a trouvé important aussi, parce que Mathieu, depuis le début, ne voulait pas dater le film, c'était important aussi qu'il y ait chez Sébastien Nicolas toute cette dimension de génie artisanal. Donc on a vidé le scénario de tout ça, mais en l'ayant constamment à l'esprit. Une petite dernière. Juste combien de temps il a fallu pour maquiller le chien qui apparaît dans le film? C'est pas du tout la même chose. Celui-là, oui, mais c'était une vraie transformation. Ouais. Il avait 4 heures aussi. Je voulais juste
Juste, parce qu'en fait, juste pour un truc. Ça fait plusieurs fois que je fais des interventions avec mes deux camarades, et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est intéressant de voir à quel point vous maîtrisez votre film, parce que moi, je me rends compte maintenant de trucs qu'à l'époque, je suis passé complètement à côté. Donc, je suis étonné de voir à quel point tout est maîtrisé. Enfin, on le sentait sur le tournage. Je comprenais pas vraiment pourquoi ils mettaient autant d'attention à des petits détails comme ça, mais c'est intéressant de voir à quel point deux auteurs et un réalisateur complètement inscrit dans son projet peut tenir l'ensemble du film, toutes les images, tous les détails, tout ce qui est à l'intérieur peut l'expliquer d'une manière cohérente. Après, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, c'est intéressant, et moi, je suis super heureux de voir des gens qui sont vraiment totalement au contrôle de leur œuvre, quoi. Et c'est rare, et félicitations, les gars. Merci à vous. On va pas parler de Facebook, mais... Deux secondes quand même. Donc vous avez été victime, certains, d'un truc qui a été fait pas par moi, parce que je lis partout que Mathieu Kassovitz s'en remet une couche. C'est une société de communication très intéressante qui ont lancé une idée différente. J'espère que maintenant, en ayant vu le film, ceux qui ont été un petit peu choqués ou qui ont été un petit peu violentés par ce qui s'est passé comprennent pourquoi on a fait cette démarche qui était évidemment purement ludique, potache, et puis surtout qui correspond vraiment au film. Et je pense que j'espère que vous êtes heureux d'avoir vécu cette petite expérience, surtout maintenant que vous avez vu le film. Voilà. Je rajouterais juste une petite chose pour ceux qui ont vécu cette expérience. Sachez que ça a été une expérience qu'on s'est d'abord infligée, puisque Alexandre a été piégé et Thomas Thévenin pâté aussi. Donc on a testé sur nous, on a été les propres cobayes de cette expérience, parce qu'on l'a trouvé super. Sur certains d'entre nous, en tout cas. Sur les meilleurs d'entre nous, on a testé. Et donc on a trouvé l'opération super, et on a trouvé que c'était une très bonne façon de rentrer en contact avec certains d'entre vous, et plus généralement avec vous, pour aborder cette question de l'identité. Voilà, merci beaucoup. Mais maintenant, on a tous vos passwords. Et on voulait vous remercier aussi le fair play de ceux qui sont venus ce soir nous rencontrer. Merci. Merci à vous. Merci à vous.